Salut et bienvenue dans mon garage. Nouvelle Toast. Toast. What's up? Nouvelle édition du live. Toast. Bah alors Toasties. What's up? C'est Toast. Donc nouvelle édition du live. Comme d'habitude, je vais prendre vos questions. Et comme d'habitude, si je ne prends pas votre question, essayez de la reposer durant ce live. Et si ça marche pas, vous pouvez toujours la reposer la semaine prochaine. Voilà. Donc pas de live. Pas de live demain, vendredi. Aujourd'hui, c'est un live spécial jeudi. Demain, j'ai piscine. Donc, je suis dans le garage avec Kira, qui se cache, qui essaye de choper des trucs à poule. Elle se dit, bon, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Viens, Kira. Aujourd'hui, il fait beaucoup plus beau, beaucoup plus chaud. C'est le printemps. C'est le printemps. On a plein de, on a les tulipes qui sortent sur la Hugo. Donc c'est le printemps dans le Montana. Donc tout le monde est super excité. Petit tour de propriété rapide. On a aussi notre ail. Donc on a fait un lit entier d'ail cette année. Et on a notre ail qui sort. Donc notre ail vient de sortir. Donc on est vraiment voilà, on est au taquet, on est super content. L'ail, c'est quelque chose, voilà, tu vois, là on lui donne tout un lit complet, quoi. On pourrait lui donner qu'un demi-lit, mais l'ail pour nous c'est super important. C'est un ingrédient vraiment fantastique. Et donc on lui donne un lit tout entier. Les filles sont dehors. Salut les filles. Je sais pas ce qu'elles prennent. Pareil dans la serre, là, aujourd'hui il y a du soleil et il fait plutôt beau. Donc on va le foutre en centigrades. On est à 27 degrés dans la serre, presque 28 degrés dans la serre. Donc vraiment sympatoche. Dehors il fait 15 degrés. Donc pour nous 15 degrés c'est l'été. Et donc 15 degrés dehors et 27, presque 28 degrés à l'intérieur de la serre. Les épinards, c'est de la folie. La salade, c'est de la folie. On bouffe de la salade depuis à peu près 15 jours. On en refile à nos voisins. On n'arrive pas à s'en débarrasser. On a planté une multitude de nouvelles graines. On essaye de stagger nos plantations, nos graines et tout ça. Et donc on a planté une multitude de nouvelles graines, comme par exemple des tournesols géants. Donc cette année on va essayer de faire du tournesol géant. Là on a poireaux, choux de Bruxelles, zucchini, maïs. J'ai commencé 2 variétés de maïs qui sont vraiment très rares en fait. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est du maïs super rare. Encore une fois, ici, on est sur que des graines d'héritage, donc tout est heirloom, des courgettes, des poireaux, voilà, bref, ça va faire le boulot et tout ça en fait, ça va être transplanté à l'extérieur. Là, ce qui va rester à l'intérieur, ça va être donc le concombre. Là, on a énormément de concombres. Encore une fois, que des variétés un petit peu bizarres. Du melon. Là, on a 3 melons qui viennent de sortir. Peppers, peppers, je sais plus comment vous dites. Le bac à tomates, on a fait tout un bac que pour les tomates. Et elles sont super sympathiques. Les tomates, vous allez voir aussi, c'est des... Là, j'ai trop chaud, faut que je sorte. Les tomates, c'est des variétés assez sympathiques, des variétés qu'on voit pas souvent. Donc ça devrait être sympa. Donc voilà un petit peu pour le tour rapide. Je vais re-rentrer dans le garage. Kira, je vais re-rentrer dans le garage parce que sinon, avec le soleil, je ne vois pas vos questions. Donc je vois que dalle sur l'écran. C'est la modernité. Viens Kira. En fait non, tu fais ce que tu veux. Tu peux rester dehors si tu veux. Donc c'est parti pour les questions. Voyons voir un petit peu. Salut à tout le monde. Salut André, salut Gollum, salut Styr, salut Dom Jedi. Je vais revenir un petit peu en arrière pour voir si j'ai pas raté des questions.
Salut The Doc. C'est toujours sympa de garder un contact avec les gens qui sont venus faire nos stages, comme The Doc. Question de Cyril Levenez. Salut Volwes, peux-tu s'il te plaît nous expliquer comment tu gères les rotations avec les dates comme pour le PF2, les conserves, l'eau, etc. par informatique ou autre? J'utilise pas l'informatique pour faire mes rotations. Les rotations, c'est chacun va avoir sa méthode. Il y a des gens, puis ça va dépendre un petit peu aussi de votre famille. Si vous êtes une famille nombreuse, les rotations peuvent être assez compliquées et donc effectivement peut-être passer sur Excel ou passer sur ordinateur, ça peut être beaucoup plus simple. Ça peut vous faciliter la vie. Pour nous, on n'est que deux, donc c'est assez facile. Mais je compte quand même la rotation. Tout ce qui est nourriture pour poules, on a 3 mois d'avance. Pareil avec les animaux. Mais donc nous on fait une rotation. Moi je fais juste une rotation mentale et puis une rotation d'organisation, c'est-à-dire que dans notre placard vivant et mort, allez voir les vidéos si vous savez pas de quoi je parle. J'ai fait quelques vidéos, une vidéo qui s'appelle le placard vivant, un truc comme ça. Mais donc sur ces vidéos-là, j'explique un petit peu le placard vivant et le placard mort. Et dans mon placard, je m'organise par date, c'est-à-dire que je fais du FIFO, first in, first out. C'est-à-dire que si j'achète par exemple 1 kilo de pâtes et que j'ai déjà 10 kilos de pâtes, je vais prendre ce kilo de pâtes et le mettre derrière mes rotations. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Je suis pas mathématicien, je suis pas allemand pour le coup. J'ai des grosses tendances germaniques pas avec l'organisation et puis des fois non. Donc pour le coup, pour la bouffe, j'ai pas réellement une organisation hyper carrée. J'espère que ça répond à ta question. Salut Bastien, Bastianini Lives, 34 degrés ici, c'est normal. Tu es en Floride, mais nous, tu vois, on n'a pas de crocodile. L'ail, un puissant remède médicinal, exact. Puis c'est bien pour les vampires. Salut Toutone. Toutone, elle peut pas se passer de vous. Hein. Toutone, il faut qu'elle participe au live. C'est juste obligé. Kira mange du bois. Kira, va voir Toutone. Quoi d'autre? On va voir si j'ai pas raté. Si j'ai pas raté des trucs. Salut l'Alsace, salut la Haute-Savoie, salut la Drôme. Vous mettez tous vos degrés comme si c'était la section temps dans le journal de 20h. Je vais zapper tout ça. Hop. Ok. C'est une question de Roumat. Salut, tu nous as parlé sac d'évacuation, super intéressant. Mais on entend parler du Get Home Bag. Selon toi, quelle est la différence et l'intérêt s'il y en a un du Get Home Bag? Merci encore. Alors effectivement, le Get Home Bag, c'est en fait l'ancêtre. C'est en fait l'ancêtre du sac d'évacuation. Là, tu veux lui, mais Kira, that's rude. That's rude. That's rude. That's rude. Le Get Home Bag, c'est l'ancêtre du sac d'évacuation, c'est-à-dire que dans les années 50, durant la guerre froide, en fait, le concept de sac d'évacuation est apparu au travers du concept du Get Home Bag. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Américains, beaucoup d'Américains, surtout sur la côte Est, travaillaient par exemple à New York, travaillaient à Philadelphie, travaillaient à Boston, et ainsi de suite, mais par contre vivaient dans les campagnes. Et ils se sont aperçus que quand ils allaient au boulot, ça leur prenait, j'en sais rien, moi, 45 minutes, 1 heure de route pour aller bosser. Et s'il y avait, parce que tout le monde à cette époque-là se préparait pour une attaque nucléaire, entre autres, mais s'il y avait un gros problème, et certaines personnes ont commencé à se dire, putain, si je suis bloqué à New York City, parce que c'est là que je travaille, mais que j'habite à 1 heure dans la vallée en haut de l'État de New York, je vais rester coincé et je vais en chier pour retourner chez moi. Et donc le Get Home Bag est né de cette période. Généralement, c'est un outil assez intéressant pour effectivement les gens qui travaillent, par exemple, très loin de leur domicile.
qui travaillent en milieu rural, enfin qui travaillent en milieu urbain mais qui vivent en milieu rural par exemple, et qui ont un certain trajet à faire. Effectivement, si il y a un problème comme par exemple, j'en sais rien moi, on l'a vu avec un ouragan ou encore que les ouragans, on a un petit peu de délai de reconnaissance ici, mais les attentats du 11 septembre par exemple. Donc il peut y avoir tout un tas de scénarios qui fait que on peut être bloqué pendant un certain moment sur notre endroit de travail et qu'on ne peut pas revenir à la maison sous 24 heures, 48 heures, et donc le get home bag prend son sens ici. Pour moi, par exemple, une micro-version du Get Home Bag, c'est le EDC, Everyday Carry. Donc moi, j'ai adopté le EDC plutôt que le Get Home Bag, même si pour certaines personnes qui vont être sur un EDC minimaliste, par exemple, vont voir mon EDC et vont me dire « Putain, toi, t'as carrément un Get Home Bag ». Et pour d'autres personnes, ce sera l'inverse. Donc un petit peu à vous de juger ici. Est-ce que vous faites 1 heure de route pour aller bosser? Est-ce que vous bossez, j'en sais rien, moi, en centre hospitalier, à côté d'une usine nucléaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Encore une fois, c'est ici de la personnalisation et de la dosette, et un peu être futé et malin par rapport à nos besoins environnementaux. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Salut Gilles Lartigot. Salut la Loire-Atlantique. Nathan Morales 38, salut Vol. Quel holster conseillerais-tu pour un port discret en ville? Bon, déjà, port discret en ville ou en rural, si c'est discret, c'est discret. Et après, ça dépend. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu es? Est-ce que tu es flic? Est-ce que tu es civil? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tellement de questions qui vont un petit peu venir ici influencer la réponse. Mais je dirais, si on veut être le plus discret possible, à mon avis, en inside, c'est la bonne situation. Après, maintenant, ça dépend encore une fois de ta corpulence. Si tu fais 150 kg et que tu as un gros bide, l'inside en appendice, ça va pas le faire. Va falloir trouver d'autres solutions. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Peut-être que, tu vois, j'en sais rien, moi, tu as un problème d'arthrite à la main droite, que tu peux juste utiliser ta main gauche. Peut-être que tu es en fauteuil roulant, j'en sais rien. Il y a tellement de choses qui viennent influencer nos choix et nos décisions. C'est pour ça qu'il faut par soi-même un petit peu tester toutes les options qu'on a et voir l'option qui marche le mieux pour nous. Donc pour moi, puisque je ne peux pas répondre pour toi, pour moi, qu'est-ce qui marche comme holster en port discret? C'est NSR. NSR, donc NSR. NSR Tactical aux États-Unis. Ils font des super holsters. Moi, je suis sur le C2, donc c'est un holster en appendice, en inside. Voilà, c'est ce que j'utilise moi. Question de No Man's Land 08. Salut Vol, penses-tu que nous devrions semer des graines lors de nos balades pour augmenter notre autonomie? Alors il y a effectivement des concepts je ne sais pas comment vous allez appeler ça en français, on va dire de grenades de graines par exemple. C'est c'est du jardinage guérilla en fait, mais c'est des petites boules d'argile et on va avoir ou de terre cuite ou de terre et on va avoir des graines à l'intérieur, donc on peut mettre ce qu'on veut dedans et c'est comme des grenades et on peut les jeter ici et là et ça va pousser et voilà, c'est un concept intéressant et pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. J'ai déjà fait plusieurs articles sur un petit peu la résilience alimentaire à l'échelle de quartier et donc de pouvoir repérer. Moi, j'ai une carte ici à la maison, par exemple, et en fait, je repère tout ce qui se bouffe dans mon quartier, les arbres fruitiers, les buissons, les murs, tout le bordel. Donc tout ce que je vais pouvoir bouffer. Parce que ça m'intéresse à l'échelle du quartier de voir un petit peu ce qui pousse et effectivement pourquoi ne pas rajouter à cette résilience et cette certaine autonomie alimentaire, mais aussi pourquoi ne pas faire un petit peu de guérilla à l'échelle écologique puisque nos États, nos villes et nos gouvernements refusent de planter des arbres et des buissons comestibles.
Ce serait quand même génial si, à la place, j'en sais rien moi, d'arbres qui ne produisent rien, si on plantait par exemple dans tout Toulouse ou tout Paris ou tout Los Angeles que des arbres qui produisent de la nourriture, ce serait assez révolutionnaire, assez fantastique. Mais donc pourquoi ne pas le faire nous-mêmes? Par exemple, ça m'est arrivé de planter des buissons comme les mûres. Ça marche vraiment bien dans des endroits où il n'y a rien, dans les terrains vagues et ainsi de suite, pour effectivement contribuer à cette résilience alimentaire, mais aussi à ce geste un petit peu écologique de développement, de redéveloppement de plantes intéressantes. Salut, salut. Hop, je vais passer quelques questions. Voilà, par exemple, Slyfly86, salut, la ville d'Albi a fait la démarche de cultiver les terrains publics. Donc tu vois, ça commence et tout ça, mais ça peut être intéressant. Papa Pouette, combien de kilos de grains tes poules mangent-elles en un mois? Bonne question. On parle très rarement, en fait, on parle souvent des bienfaits des poules, mais on parle aussi très rarement de ce qu'elles consomment. Et en fait, ça va dépendre si tu vois, là, ça y est, elles sont de nouveau, je sais pas si vous les voyez là tout au fond, elles sont de nouveau en train de réguler leurs propres besoins alimentaires. Donc ça va dépendre des saisons. L'hiver, bien évidemment, c'est là où elles vont consommer le plus. Et l'hiver, je suis sûr... Alors moi, je prends que de la nourriture locale, organique et tout le bordel. Je suis sur 18 kilos, donc on va dire à peu près 30 kilos par mois. Donc basiquement, j'achète deux sacs comme ça par mois. 2 gros sacs par mois de 18 kilos. 40 pounds. Donc elle mange un petit peu moins que ça. Mais on va dire grossièrement que 40 kilos. Grossièrement. Mais ça c'est pour l'hiver. L'été, c'est beaucoup moins. Après, ça dépend si Kira elle bouffe leur truc ou pas. L'été, c'est beaucoup moins. Là, tu vois, je viens de leur remplir la gamelle. Et en fait, avec la moulée, et en fait, tu vois, j'ai rempli ça il y a à peu près 5 jours et elle est encore hyper remplie. Mais là, ça fait 5 jours qu'elle sortent constamment, qu'elle bouffe du verre, des insectes et tout le bordel. Donc c'est une question assez difficile parce que ça dépend des saisons, ça dépend de plein de choses. Combien de poules t'as, évidemment, et voilà. Salut le Béarn. Je ne comprends pas la question. Salut Bordeaux. Bordeaux que je ne connais pas du tout. Salut Ghost. Oui, Papa Pouette, j'en ai 4. J'ai 4 poules. Salut Londres, les Londoniens. Salut Valentine. Jean Signy, salut, j'ai entendu dire qu'il y a pas mal de silos de missiles nucléaires au Montana, donc première cible en cas de confrontation, même si peu probable et beaucoup trop mad. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire. L'as-tu pris en compte? Oui et non, c'est-à-dire que c'est bien connu maintenant. En même temps, si c'est guerre nucléaire totale et qu'on commence à se tirer les silos et tout le bordel, ça veut dire que tout le monde y passe, hein, mon gars.
Donc que je sois dans le Montana ou dans le Colorado, avec les vents dominants qui vont ouest-est, avec avec le bordel que ça va foutre, et puis les radiations. C'est même pas envisageable. Est-ce que je sais qu'il y a tous les silos, qu'il y a beaucoup de silos dans le Montana? Oui, ils sont dans le nord-ouest. Moi, je suis dans le sud. Bon, c'est pas, ça me dérange pas plus que ça. J'y pense pas plus que ça. C'est vraiment pas. Là, on est dans l'ordre des trucs. Tu vois, si ça arrive, c'est comme la comète intergalactique qui s'éclate sur la planète et qui nique tout. Là, on est dans l'ordre de problématiques. Qui sont impossibles à gérer en fait. Faudrait, tu vois, c'est le truc con, mais c'est un petit peu la théorie du chaos, quoi. C'est-à-dire que si tu prends ça en compte, si tu commences à prendre des trucs comme ça en compte, je sais pas où tu vas aller vivre, mon gars. Même si tu te dis, ouais, putain, il y a des silos dans le Montana, donc je vais aller en Alaska. Donc tu te barres en Alaska, tu construis tout en Alaska. En Alaska, c'est un des plus gros terrains sismiques aux États-Unis. Tu te prends un 9,8 sur l'échelle de Richter, ça détruit tout. On s'en sort plus, quoi. Donc il faut faire un petit peu, il faut se faire un petit peu violence, et il faut faire un petit peu abstraction de ces grosses catastrophes genre 2012, film hollywoodien où tout y passe. Et se dire bon, ça tu vois, je peux pas vraiment gérer, donc autant essayer de gérer des trucs qui sont gérables, en l'occurrence ma nourriture, mon eau, mon électricité, mon économie personnelle, toutes ces choses là, comment je m'entends avec les gens, et tout le bordel, ça je peux gérer, ça je peux toucher, je peux influencer. Kira, really? Come here. Tu vois, je peux influencer la guerre thermonucléaire sur les silos du Montana. Aragorn 13-11, as-tu un texte perso sur le couteau essai 4? Non, moi j'ai un essai, enfin j'ai pas d'essai en fait, j'ai un RAD 7, c'est la même bidouille. Mais j'ai un RAD 7. Mais bon, les essais, hein, c'est très bien. Je crois que Tony a fait un rétexte sur le essai 4, ou peut-être que c'est le essai 5, je sais plus. On va voir sur le site de Tony, peut-être qu'il a fait une vidéo. Salut Golem, le Golem 55. Salut l'Ardèche. Putain, l'Ardèche. L'Ardèche me manque. Ours Paul R. Salut, des nouvelles des abeilles? Non, pas nouvelles, enfin si, des nouvelles des abeilles. Normalement, on va les recevoir la première semaine. On est en quel mois là? On est en mai, en avril? Janvier, février, mars, avril. Je crois qu'on est en avril. Ouais, on est en avril. Première semaine de mai. Donc première semaine de mai, on va récupérer les 3 ruches. J'ai vraiment hâte. C'était vraiment grosse déception, grosse tristesse de perdre nos abeilles. Donc on va s'y remettre, quoi. Clément Jones. Salut Vol, dans le cadre de ta résilience alimentaire, est-ce qu'il t'arrive d'aller pêcher? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup la pêche. Enfin, j'aime pas beaucoup la pêche en fait. La pêche m'emmerde un petit peu. Mais c'est vrai que c'est une source. J'aime beaucoup le poisson. Et c'est une source très intéressante de résilience alimentaire. D'ailleurs, si j'avais le choix, si j'étais dans une situation de survie et qu'on me donnait le choix entre une carabine et un filet de pêche, je prendrais le filet de pêche. Encore une fois, ça dépend où, comment et quand. Mais le poisson toujours très intéressant. On a la chance. Oh putain, là il y a l'italienne qui est en train de se faire courser. Elle vient de choper un ver de terre de l'espace. C'est qui a la balle? Ah, c'est l'italienne qui a la balle. Donc la pêche toujours très intéressant. J'adore aller pêcher. Même si le geste de pêcher m'emmerde un petit peu, mais le cadre est absolument magnifique. On a vraiment énormément de chance dans le Montana parce qu'on a énormément de lacs, de rivières, on a énormément de poissons, notamment de la truite, et donc je pêche à la truite dès que je peux.
Pas aussi souvent que je l'aimerais, mais deux trois fois dans la saison, je vais y aller pour mettre une truite sur le barbecue ce soir-là. Donc c'est voilà un des petits plaisirs qu'on se fait ici. Je vais zapper quelques questions. Jean-Signy, je voulais dire Mad Max, ok. Sinon, à quelle fréquence manges-tu de la viande? Alors encore une fois, c'est pareil, ça va dépendre. Si on se base sur les moyennes de consommation de viande aux États-Unis, beaucoup moins que la moyenne. Parce qu'encore une fois, je pense que quand on a une relation avec un animal et qu'on le regarde dans les yeux et qu'on doit le tuer, on mange énormément moins de viande. Que si on n'a pas à faire ce choix conscient, que si on n'a pas à regarder en face notre acte. Et donc je pense que les chasseurs, en général, il y a toujours des exceptions, il y a des chasseurs qui sont très cons, et il y a des écolos qui sont très cons. Il y a des chasseurs qui sont vraiment très bien, et il y a des écolos qui sont très bien. Mais je dirais que notre consommation de viande dépend et varie. Ça va dépendre de si on fait le cochon nous-mêmes ou pas. Et après, tu vois, on a énormément de viande, donc il faut effectivement la consommer. Donc on mangera plus de viande quand on fait le cochon que si on le fait pas. Pareil, si je vais chasser ou pas, là ça fait quelques années que je suis pas allé chasser. Je suis sur une méthode de troc en fait avec les poules. On loue 2 poules à un voisin. C'est un chasseur assez réputé dans l'État du Montana. Et en fait, il me troque de la viande avec nos œufs assez régulièrement. Donc j'achète en fait, on achète très rarement de la viande. En fait, on n'achète jamais de la viande. Et donc on a un rapport avec la viande qui est un petit peu particulier. Peut-être qu'on est un petit peu privilégié. On est dans un état en plus où la chasse est prédominante, la chasse éthique. On n'est pas ici sur canned hunt. Donc notre rapport à la viande est un petit peu spécial. Comme je l'ai dit sur le blog, j'ai eu d'énormes périodes végétariennes. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas manger la viande. Plus tard, j'ai aussi eu des grandes périodes d'années, des années où j'étais végétarien. Et comme je l'ai expliqué, en fait, j'ai fait le What's up, Touton? En fait, j'ai fait, tu vois, ça c'est résilience, autonomie, base autonome durable, les poules, les panneaux solaires, la serre, la totale. Donc comme je l'ai expliqué sur le blog, j'ai passé des années à être végétarien, des années et des années à pas manger de viande. Donc ma relation avec la viande est un petit peu spéciale, et depuis qu'on est arrivé dans le Montana, je me suis dit que je mangerais de la viande si c'est moi qui tue l'animal, ou si je sais exactement d'où l'animal vient. Je ne peux plus manger, surtout maintenant que depuis que j'ai des poules, je ne peux plus manger par exemple de viande qui vient d'usine. Je peux pas, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. J'ai un trop grand respect, un trop grand lien intime avec les animaux. Et donc c'est soit j'appuie sur la détente, soit je pêche le poisson moi-même, soit je sais que c'est mon voisin qui le fait d'une certaine manière, il a été élevé d'une certaine manière, il chasse d'une certaine manière. Donc tout ça rentre en compte maintenant pour notre consommation de viande. C'est soit je mange de la viande qui moi me paraît moralement et éthiquement responsablement prise, relevée, soit j'en mange pas. Très bonne question de Dessay. Tu parles souvent avec beaucoup de respect de la police et de ton shérif. Je ne sais pas si j'ai parlé de mon shérif. Comment les accueilleras-tu quand ils viendront confisquer tes poules ou tes ruches ou autres suite à une décision gouvernementale? Alors déjà, il faut séparer 2 choses. Il faut séparer la décision gouvernementale et l'employé qui vient faire son boulot. Okay, donc on a des lois en place, et les policiers ou les shérifs sont là pour appliquer les lois. Donc c'est leur boulot, et il faut comprendre que c'est pas eux qui ont pris cette décision.
ils ont bien évidemment pris la décision de faire ce travail, d'appliquer les lois gouvernementales, et c'est pour ça que je ne suis pas flic, que je ne serai jamais flic. Ayant dit ça, j'ai un grand respect pour eux parce que j'ai souvent entendu les gens très mal parler des flics par exemple, mais à chaque fois qu'il y a un problème, tout le monde appelle les flics. Donc ça m'a toujours un petit peu gonflé en fait, même les gens qui sont vraiment anti-armes à fond, s'il y a un problème chez eux, que quelqu'un essaye de pénétrer chez eux à 2h du matin avec des machettes, ils vont quand même appeler la police, ils vont quand même appeler un mec avec un flingue pour venir peut-être se faire tuer à leur place ou les défendre. Et ça m'a toujours gonflé. Ça m'a toujours gonflé. C'est une philosophie que je ne peux pas appliquer. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre d'aller mourir pour moi ou de risquer sa vie pour moi. Je suis un grand garçon, je peux prendre mes responsabilités. Et donc ces responsabilités, ça veut aussi dire prendre conscience que je suis là aussi pour me défendre moi-même et défendre mon épouse et défendre mes poules et défendre mon chien. Je suis pas là pour, à chaque fois qu'il y a un problème, décider peut-être de la vie ou de la mort d'un individu qui n'a rien demandé. Bref, on s'éloigne un petit peu du sujet. Donc tout ça pour dire qu'il y a deux vitesses ici. Il y a tout ce que nos gouvernements décident, c'est-à-dire de passer des lois très souvent merdiques. Et il y a bien évidemment les gens qui doivent appliquer ces lois et qui parfois ne sont pas d'accord avec ces lois, mais c'est leur boulot, c'est comme ça. Donc comment je les recevrai? Déjà, j'espère qu'en amont, on aura fait un énorme travail avant d'en arriver là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire en tant qu'individu pour minimiser l'impact des lois gouvernementales, des restrictions, des prohibitions et toutes ces choses-là en amont. C'est ce que j'explique par exemple dans ma vidéo sur l'autoconfiscation avec les armes à feu. C'est-à-dire qu'avant de dire ah voilà ils vont nous confisquer les armes, c'était peut-être bien avant ça en amont de faire certains choix qui auraient pu, il n'y a pas de certitude ici, mais qui auraient pu peut-être limiter l'impact de ces lois merdiques. En l'occurrence, posséder une arme légalement. Le plus on est nombreux à posséder des armes, le plus ça va être difficile pour nos gouvernements de nous interdire le port d'armes. C'est pareil avec les ruches et les poules. Le plus on va être, là, dans mon entourage, à avoir des poules et des abeilles, le plus ça va être difficile pour nos gouvernements de nous les interdire. Donc c'est un petit peu la réflexion que j'ai avec toutes ces choses-là. C'est faire de la métapolitique avec nos décisions et nos intentions et avec nos choix et nos consciences. Donc avant d'en arriver à ce que j'ai le shérif qui tape à ma porte pour me dire que je ne peux pas avoir d'abeilles, il faut essayer de faire tout notre possible pour limiter ces lois. Maintenant, si ça arrivait, je serais très poli. Je lui dirais oui monsieur, mais j'irai installer des ruches dans la forêt, par exemple. Pareil avec la confiscation d'armes. Si le shérif venait à taper à ma porte en me disant voilà, Vol-Ouest, ton fusil de chasse, faut que tu le rendes, je lui dirais ah bah mon fusil de chasse il est tombé dans la rivière l'année dernière, dans le lac, je ne l'ai plus. Okay. Donc je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Moi je sais ce que j'ai à faire et je sais comment ça marche. Donc voilà, si le shérif venait taper à ma porte pour me dire je ne peux plus avoir de poules et je ne peux plus avoir d'abeilles, je serais très poli. Je dirais oui monsieur, au revoir monsieur, bonjour monsieur, et derrière j'aurais eu un plan B, un plan parallèle pour limiter la casse. Maintenant c'est aussi pour ça que j'ai acheté cette maison, parce que cette maison en fait est assez spéciale. Elle est sur un terrain qui n'appartient pas à la ville, et donc il n'y a aucune loi sur mon terrain et donc ils peuvent tous aller se faire enculer. J'ai aussi signé un papier qui existe toujours aux États-Unis. Peut-être que nos amis américains pourront confirmer et nous le dire. Mais en fait, j'ai signé un homestead, un espèce de homestead act en achetant cette propriété. C'est-à-dire que en fait, le gouvernement ne peut pas me prendre ma propriété. Donc en amont, j'ai fait un travail avec des avocats et tout le bordel pour m'assurer déjà d'acheter au bon endroit, c'est-à-dire que je n'ai pas de HOA là où j'habite, HOA Homeowner Association. Alors là, si vous habitez dans une cité pavillonnaire où on va vous dire comment peindre votre maison, allez tous vous faire enculer. Il y a déjà tellement de lois qu'on doit appliquer au quotidien
qui nous font chier, que je vais pas acheter une maison où en plus l'association de quartier va me dire comment peindre ma maison et combien de poules je peux avoir. Ils peuvent tous aller se faire enculer. Donc j'ai bien fait attention d'acheter une propriété qui n'est pas rattachée à une association de quartier, qui n'est pas rattachée aux lois de la ville et tout le bordel. Après, on doit tous vivre avec certaines lois et il faut faire un petit peu attention, son petit bonhomme de chemin, et prendre quelques précautions. Le chien a disparu et généralement quand elle disparaît, c'est-à-dire qu'elle mange un truc. Qu'est-ce que tu bouffes ? Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Plein d'indices dans cette réponse. Salut Eloane Lagadec. Alors, le Golem 55, comment gères-tu ton stock de bois Combien de temps consacres-tu à la coupe Combien de temps consacres-tu à la coupe En fait, j'essaye d'avoir avec le bois, je viens de tout réorganiser là, avec le bois, j'en ai d'autres là-bas et j'en ai d'autres ailleurs. Avec le bois, j'essaye d'avoir toute une saison d'hiver d'avance. Alors ça a été très difficile pour moi là parce que j'ai pas vraiment eu le temps de faire le bois. J'ai pas vraiment eu le temps de faire du bois. Donc j'ai du bois d'urgence, encore une fois, Montana, hiver très douloureux, homme blanc coupé beaucoup de bois. Donc j'essaye d'avoir le plus de bois d'avance possible. Optimalement, ça se dit ça Qu'est-ce que tu bouffes toi ? Optimalement. J'essaie d'avoir un hiver entier, toute une saison d'hiver d'avance. Et si je peux pas, là je crois que je dois avoir, si je brûle tous les jours et que je chauffe la maison au bois, je pense que je dois avoir 10-20 jours, 10-20 jours d'autonomie ici. Mais ça c'est après j'ai d'autres redondances avec le propane et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, mais le bois le plus possible. Stage en Ardèche. Pourquoi pas, hein, enfin, si vous voulez faire un stage en Ardèche, on mangera du nougat. Salut la grotte de l'ours. Toi, on commence à être une petite communauté, c'est sympathique. Salut Lille, salut les Normands, salut les Bruxellois. Salut Tahiti. Putain, les mecs qui sont à Tahiti. Toi, putain, si on prend, voilà, on a Tahiti et Bruxelles. Toi là, les choix par rapport à tout ce qu'on vient de parler, là, tout ce qu'on vient de dire, c'est complètement différent. Salut Caen. Dans ton kit, tu préconises, question de Yankee Patrick. Dans ton kit, tu préconises la couverture en laine. En as-tu prévu une par personne? Alors, il faut faire très attention avec la couverture en laine. C'est-à-dire que ça va dépendre des kits. Je ne sais pas ce que tu appelles kit dans mon kit. Par exemple, dans mon sac d'évacuation, je n'ai pas de couverture en laine. C'est trop lourd, c'est trop gros, c'est trop le bordel. Hey Kira, what are you doing? Are you digging to China? Come here. Parfois, quand je pars dans la verte, pour 24 heures par exemple, je vais avoir une couverture en laine, très pratique, excellent. Maintenant, c'est peut-être pas le bon choix pour tout. Par exemple, la couverture en laine, tu sais, c'est bien pourquoi, c'est le kit voiture. Dans le kit voiture, tu as une couverture en laine 100% Kira, 100% laine, c'est génial. Parce que tu as un truc ignifuge, tu peux éteindre des feux avec, des personnes en feu et ainsi de suite. Tu peux aussi, si tu as un problème, tu es coincé sur l'autoroute, quand il y a 1 centimètre de neige qui tombe, tu peux te réchauffer les jambes. C'est sympathique. Donc ça dépend un petit peu la couverture en laine de quoi tu veux dire par kit.
F. Vernald. F. Vernald. Le pire ennemi pour nous, c'est l'État. Tu es d'accord, Vol West? Je sais pas si c'est le pire ennemi pour nous. Je pense que le pire ennemi pour nous, c'est nous. Parce qu'on est toujours les couillons qui élisent l'État. Okay, donc, le pire ennemi pour nous, c'est nous. Maintenant, effectivement, je suis pas un grand fan de l'État, même si je ne suis pas contre lui. J'ai toujours dit que j'étais plus dans la construction que la déconstruction. J'étais plus dans le revivre que le survivre. Maintenant, c'est vrai que l'État ne nous aide pas, mais c'est un jeu. Il faut le prendre comme un jeu. Les taxes, par exemple, c'est un jeu. Toutes ces choses-là, toutes ces mises en place, tous ces concepts, toutes ces idéologies, toutes ces lois, tous ces protocoles, tout ça, c'est des jeux. C'est pour ça que ma tag phrase sur le blog, c'est si la vie était un jeu, la seule règle serait de survivre. Pour moi, l'État représente le jeu ultime et il faut juste être le plus malin sur l'échiquier. Donc c'est pour ça qu'on a des jeux quand on est gosse, comme Monopoly et ainsi de suite. Donc il faut savoir un petit peu manipuler tout ça. Maintenant, notre pire ennemi, je pense quand même que ça reste nous-mêmes. Ton pire ennemi c'est toi, mon pire ennemi c'est moi, et ainsi de suite. Faut savoir gérer et contourner ça. Salut la Normandie. Salut Doom89, je viens de recevoir Rue Barbare, hâte de lire ça, salutations du Québec, salut le Québec, merci à toi pour ton soutien, ça fait plaisir. Question de KJZK. Putain, je suis un gros débile avec vos noms, j'y arrive pas. Quel est selon toi le pays le plus propice à l'autonomie, c'est-à-dire sans loi trop stricte? C'est assez difficile parce que déjà je connais pas tous les pays. Tu vois, je sais pas comment ça se passe en Bulgarie. Je sais pas comment ça se passe au Rwanda. Donc c'est difficile à dire. Si je connais le Canada, je connais les États-Unis bien sûr, je connais la France, l'Europe en général, on va dire. Le pays le plus propice à l'autonomie. L'autonomie pour moi donc c'est différent de l'indépendance, hein, je sais. Donc je sais pas si c'est ce que tu voulais dire. Parce que le pays le plus propice à l'autonomie, si tu veux, c'est un petit peu. Après, ça dépend des climats, ça dépend, tu vois. Mais les lois, si tu veux être autonome en eau, à moins d'habiter dans certaines zones qui ont certaines lois par rapport à l'eau de pluie, par exemple, parce que c'est des lois qui ont été mises en place par des fermiers et par des villes il y a 150 ans. Pour l'arrosage des champs et ainsi de suite. Tu n'as pas besoin d'être dans un pays spécifique pour être autonome en eau, tu n'as pas besoin d'être dans un pays spécifique pour une autonomie en nourriture et ainsi de suite. Il y a des endroits plus faciles que d'autres à gérer au niveau des lois et tout ça. Maintenant, si tu veux dire indépendance, qui est un concept un petit peu plus large pour moi et peut-être un petit peu plus profond que l'autonomie, l'indépendance c'est très difficile, je dirais, et puis après ça dépend des expériences personnelles. Moi, je sais que j'ai eu une expérience personnelle assez difficile en France avec cette histoire d'indépendance. La France, pour moi, est un pays assez difficile en fait pour l'indépendance. Même ne serait-ce que l'indépendance politique ou philosophique, on voit comment l'État et comment le collectif en fait nous assomme d'un coup de marteau dès qu'on pense un petit peu différemment, nous remet en place. Énormément de conformisme culturel en France, énormément de choses comme ça, donc ça peut être assez difficile, encore pire en Angleterre. Je crois que l'Angleterre, putain, c'est l'horreur, l'enfer. C'est pas pour rien que je me suis installé aux États-Unis. Je pense qu'en termes d'indépendance, et encore les États-Unis, ça ne veut rien dire, hein, on parle d'États différents. L'indépendance qu'on peut trouver en Alaska, par exemple, va être complètement différente de l'indépendance qu'on peut trouver dans le New Jersey, ou à New York, ou à DC, ou à Hawaï.
Donc faut faire un petit peu attention avec ça. Faut pas tout mélanger. Les États-Unis, c'est un terme général. C'est comme si je disais à chaque fois l'Europe. C'est comme si au lieu de parler de la France, je disais l'Europe. Ouais, mais vous en Europe, vous mangez du fromage. Ouais, mais, pas en Angleterre. Euh, donc, c'est une blague. Donc ça dépend. Moi, voilà, j'aime beaucoup le Montana, Pennsylvanie, l'Alaska. Putain, l'Alaska, c'est le Far West, hein, les gars. Si vous voulez vraiment revivre le Far West, être tout seul, sans loi, il y a des endroits, il n'y a même pas de police, il y a que dalle, hein, les gars. Donc l'Alaska, pour nous, dans le milieu ici où on est, il y a beaucoup de gens quand même qui partent en Alaska de plus en plus. Même moi, je vois là mes voisins qui ont grandi ici. 7 générations au Montana, c'était les premiers hommes blancs au Montana. Les mecs, ils voient comment l'État tourne. Putain, les mecs, ils pètent des plombs, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir ça, hein. C'est assez intéressant de voir le niveau d'indépendance, d'autonomie, de résilience, de liberté dans lequel on se déplace. C'est intéressant de voir les curseurs et comment, pour moi par exemple, qui vit dans le Montana maintenant, je vois votre curseur, par exemple, en France ou en Angleterre, et putain, votre curseur est tout petit, quoi. L'espace que vous allez pour aller à gauche ou à droite est vraiment hyper restreint. Nous, notre curseur est très très large encore. Mais pour certaines personnes qui sont par exemple nées ici dans le Montana, le curseur est devenu trop petit. Donc c'est assez intéressant de voir tout ça, de voir tout ça se développer. Mais je dirais effectivement les États-Unis, je ne connais pas d'autres pays, hein, donc je peux pas dire. Mais les États-Unis, c'est vraiment un pays où on peut avoir encore, ça dépend des États, où on peut avoir une certaine autonomie et surtout une certaine indépendance et une certaine liberté. Alain Mille, Gilles, donc Gilles Lartico, Gilles et Vol, un album à avoir obligatoirement. Bah déjà, on va pas être d'accord avec Gilles, hein. Un album à avoir automatiquement comme ça, je pourrais t'en citer 10, mais je dirais, putain, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, toujours Pink Floyd, Harvest, Neil Young, putain, album à avoir, que du bon, de la première seconde à la dernière seconde. Bon, voilà, s'il faut que je choisisse, je vais dire Dark Side of the Moon. On mangera du nougat. Salut Bruges. Stage à Marseille en tongs, nous dit Gilles Lartigot. Alors les tongs, ça va être difficile, hein, parce que moi les tongs, c'est non, quoi. Mais Marseille, pourquoi pas, avec le t-shirt marseillais. Référence. Je ne comprends pas la question. Calabero, Caballero. Hey, Caballero, comment est-ce? Un prix de référence pour une première arme, pour être sûr qu'elle dure dans le temps. Alors je sais pas ce que ça veut dire un prix de référence pour une première arme. Mais si tu veux une première arme, que t'as pas d'arme, et que tu vas acheter un premier truc, et que ça dure dans le temps, et que ce soit le plus polyvalent possible, et que ça fasse plus de trucs possible, et que ce soit génial, pour un fusil de chasse, calibre 12, ça va faire le boulot. Salut la Lorraine, on est déjà vendredi? Non, en fait on est jeudi. Euh, Pas compris, moi non plus, l'a pas compris. Le zinc de l'eau, en dehors du coffre-fort dont tu as déjà parlé, si as-tu prévu, j'imagine que c'est as-tu prévu des caches pour l'argent, armes, papier, merci. Alors, oui, je suis un rat, je cache des choses. Oui, obligatoirement. Obligatoirement. En plus, là, c'est bien, tu vois, j'ai refait toute ma maison. Donc, je suis capable j'ai été capable de faire des trucs dans les murs et tout le bordel. Maintenant, toi, faut pas trop se prendre la tête non plus, mais c'est vrai que on peut avoir des choses un petit peu planquées. Ça fait jamais de mal d'avoir. Ça fait jamais de mal d'avoir des trucs un petit peu à droite, à gauche, comme ça, c'est toujours bien. Salut Dunkerque.
Question de Cyril Levenez. Est-ce que tu projettes de rédiger un livre seul sur tes réflexions très profondes sur plein de sujets comme le fait Gilles Lartigot par exemple? L'idée m'est venue, oui, mais en fait c'est le blog. Donc pourquoi pas continuer dans cette lancée. Donc là je suis en train d'écrire un livre avec Tony. Mais après ce livre-là, en parallèle, j'ai aussi commencé un autre livre qui est juste moi tout seul par rapport à tout ça. Maintenant, aucune idée si ça va le faire, si ça va sortir, si ça va être bien, si je vais aimer. Moi, je suis assez chiant. Je suis mon plus grand critique. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais oui, pourquoi pas. Salut Belzébuth la légende, Gervin, Thierry. Question de F. Vernald. Pourquoi le Montana comparé à l'Alaska? Parce que l'Alaska, économiquement, c'est très difficile. Donc, tu peux déménager à Juneau, mais je vois pas l'intérêt, tu vois, de déménager à l'Alaska si c'est pour aller dans une petite ville comme moi je suis ici. Autant rester dans ce qu'on appelle les Lower 48. Autant rester là, dans les 48 du bas, les 48 États du bas. Le Montana, c'est un petit Alaska à lui tout seul. On est même pas 1 million d'habitants dans le Montana pour une superficie énorme. Ça reste pour moi qui est un petit rat des villes. Pour moi qui viens de Paris et de Los Angeles, c'est le Far West ici déjà quoi. Mais économiquement, c'est beaucoup plus facile. Adore Knives, j'ai adoré les vidéos que tu as fait avec ton ami Julien. Est-ce que de faire une petite mise à jour sur le matériel que vous avez présenté perso, ce serait bien? Pourquoi pas? Oui, je ferai ça. The Doc, il y a des très bons fromages en Angleterre. Bullshit. Moto Zaratus, coucou d'Espagne, salut l'Espagne. Nous cherchons à créer un village avec des amis totalement autonomes. On cherche encore le bon endroit. Tes conseils aident beaucoup. Un grand merci. De rien. Le bon endroit, c'est ici. Le bon moment, c'est maintenant. GN Poublanc, as-tu ta carte à la NRA? Non, je ne suis pas à la NRA. Salut la Bretagne. Salut Mamaziha, Nick Drake. Ouais, exact. Pink Moon, un excellent album de Nick Drake que j'ai écouté encore avant ce live. Salut la Picardie. Louis Dotz, qu'as-tu en trauma kit en EDC? Je pourrais refaire la vidéo, même si je l'ai déjà faite. Les choses ont un petit peu évolué. Ça évolue toujours rapidement avec le médical. Donc j'essaierai de faire un petit truc sur mon nouveau trauma kit. Ça perd l'hip-hop, genre Baikal, MP 153 semi-auto. Non, moi je suis pas semi-auto pour les fusils de chasse. J'aime bien les trucs rustiques. Les fusils semi-auto ne sont pas assez rustiques. Surtout les fusils de chasse. Il faut prendre un Baikal, IJ43, un truc, 2 chiens, 2 détentes, tout le bordel. Comme ça, vous avez 2 C1 et 1 C-rien. Coach Gun Justa ou superposé, exactement. Aragorn 1311, toujours pas d'indice pour le thème du livre avec Tony. Non. Vincent Zard, salut Vol-Ouest. J'ai l'impression que depuis que tu fais des lives, tu fais beaucoup moins de vidéos, articles plus ciblés. Est-ce que c'est juste une impression? C'est dommage. Alors déjà, je vois pas pourquoi c'est dommage. Deuxièmement, je suis toujours là, je donne toujours des conseils, je réponds à vos questions. Je vois pas pourquoi c'est dommage. Deuxièmement, c'est parce que en fait, je suis très pris en ce moment.
Putain, je vais commencer à être fatigué de le répéter. J'ai énormément de travail. Énormément de travail entre la construction de tout ça, le maintien de la base autonome durable, plus le boulot, plus les amis, plus la construction du stage qui va arriver, plus l'écriture d'un livre, blablabla, blablabla. Ça fait énormément de choses à faire et donc effectivement j'ai beaucoup moins de temps pour rédiger des articles, construire des vidéos et tout le bordel, et c'est pour ça que je me suis dit tiens, au lieu de me casser les couilles à faire ça, pourquoi je ne ferais pas un live 1 heure par jour, 1 heure par semaine pour garder un contact, rester en contact, garder un lien et répondre le plus possible à vos questions. Tout on est d'accord. Donc voilà, c'est juste ça vous fait chier le changement, hein, les choses qui changent. Le changement, c'est maintenant. Ça bouge, il faut faire des choses. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu coupes du bois? What's up, Two-Tone? Two-Tone. Two-Tone. Donc voilà, ça change, mais c'est juste un cycle. Donc peut-être qu'il y aura, voilà, ça va être là après le fin d'un cycle. Je vais arrêter les lives à un moment ou un autre. Il y a quelqu'un qui va m'écrire, ouais, pourquoi t'as arrêté les lives? C'est dommage. Et après, je repasserai sur autre chose ou pas. Nathan Morales 38, avec quel alcool t'es-tu pris ta dernière cuite? Ça nous intéresse. Alors putain mon gars, ma dernière cuite, je devais probablement être à l'armée. Ça devait probablement être de la bière de merde. Donc je ne suis pas alcool. J'aime pas l'alcool. J'aime pas ce que ça fait. J'aime pas. Donc voilà, je suis très très peu alcool. Oh putain, non. Guillaume Merle 1. Salut Vol, excuse-moi, j'arrive en cours de route. J'ai une question. D'un point de vue munitions non létales pour le calibre 12, cartouche gomme cogne ou chevrotine caoutchouc, ton avis? Ni l'un ni l'autre. Si tu sors un fusil, j'ai fait la vidéo, hein, pourtant c'est une des plus vues. Si tu sors un fusil, c'est pas pour tirer du caoutchouc, c'est pas pour faire peur et c'est pas pour faire semblant, c'est pour défendre ta vie. Ça veut dire que ta vie est en danger. Okay, ça veut dire que ta vie est en danger, ou que la vie de ton épouse est en danger, ou que la vie de ton gosse est en danger. Donc est-ce que tu vas est-ce que tu vas envoyer du truc en caoutchouc si ta vie est en danger? Si tu es sur un champ de bataille et que tu as un mec de 150 kilos qui t'arrive dessus avec une hache pour te fracasser le crâne, est-ce que tu vas lui jeter du truc en caoutchouc? Non. Donc c'est exactement pareil dans la vie de tous les jours. C'est soit ta vie est en danger, soit elle n'est pas en danger. Si ta vie est en danger, tu veux du létal à l'intérieur de ton fusil. Si ta vie n'est pas en danger, tu ne veux pas appuyer sur la détente. Ok? Est-ce que c'est clair? Va voir la vidéo. Putain, je peux pas être plus clair. Arrêtez avec vos trucs moins létals à la con. Vous allez soit vous blesser, soit vous faire tuer, soit votre femme va se faire violer, soit vous allez aller en prison parce que vous avez dégagé l'œil de quelqu'un avec un truc en caoutchouc de merde. C'est soit votre vie est en danger et vous devez régler ce problème dans l'instant, immédiatement, le plus létalement possible, et donc vous avez un outil létal entre les mains, soit votre vie n'est pas en danger et vous n'appuyez pas sur la détente. Vous dites juste casse-toi connard, ou sinon je vais t'en mettre une. C'est A ou B. Il n'y a pas C, il n'y a pas E, il n'y a pas F. J'en ai rien à foutre de ce que tout le monde dit. Il n'y a pas d'autre situation que celle-là. C'est soit ta vie est en danger, soit elle n'est pas en danger. Si ta vie est en danger, tu veux du létal. Si ta vie n'est pas en danger, ça sert à rien d'appuyer sur la détente. Tout-Tone. Ouais, Tout-Tone me calme. Hein? C'est mon animal de compagnie maintenant, elle me calme. Je vais au supermarché avec, en laisse. J'ai une laisse pour Tout-Tone. Ok, quoi d'autre? The Persian Bushcrafter. Comment ça se passe l'arrêt de la clope? Très très mal. Toi, heureusement j'ai Tout-Tone qui m'a aidé. Mais l'arrêt de la clope, putain, ouais, voilà, on va passer à autre chose. Hein. Est-ce que tu, Luc, putain, 26 secondes.
Est-ce que tu recommandes un organisme en France pour les formations tir-combat? Oui, l'ENIT. Donc allez voir Pépé, Philippe Perotti. Il est en Suisse. C'est l'ENIT? Je sais même plus le nom. Allez voir Philippe Perotti. C'est vraiment le mieux. Prenez soin de vous, soyez résilients, soyez libres, soyez indépendants, soyez forts.